Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de deux lectures en poche que j'ai faites récemment. Ce tout petit roman-ci sorti en poche tout récemment, sorti Park Gare-Dueno de Yu Miri, une autrice coréano-japonaise qui a écrit en japonais. Et ce roman-ci, Fille de la mer de Marilyn Bracht, traduit de l'anglais, un roman hyper difficile. Alors les deux sont assez compliqués parce que ce ne sont pas du tout des sujets faciles et joyeux. Dans celui-ci, on va parler de la condition des SDF au Japon et dans celui-ci des femmes de réconfort en Corée, à savoir des esclaves sexuels, littéralement. Alors je vais commencer par celui-ci parce que c'est le premier que j'ai lu. Alors, d'une, j'ai été fortement attirée par la très belle couverture, vous en conviendrez, elle est vraiment très jolie. Il était sorti en grand format il y a des années et en fait seulement sorti là en mars, en poche. Donc quand je l'ai vu chez Gilbert Joseph à Lyon, seul sur la table, petit et scellé, je l'ai pris. Alors, ce n'est pas mon roman préféré japonais, voilà, ça n'a pas révolutionné ma vie, mais pour autant, j'ai apprécié qu'il traite d'un sujet qu'on ne mentionne pas, dont on ne parle quasiment pas en littérature japonaise. Encore une fois, je ne suis pas une spécialiste de la littérature japonaise, qu'elle soit contemporaine ou plus classique, mais la littérature japonaise, j'en lis quand même régulièrement et je n'avais jamais lu un livre qui en parle. Donc ça fait plaisir. On suit un homme, on n'a pas son nom je crois, un homme qui est SDF et qui vit dans le parc Ueno à Tokyo. Ce parc, c'est un des plus grands parcs de la capitale où il y a des musées, il y a un lac. Et à l'époque, il y avait des espèces de camps un petit peu illégaux mais légaux, on va dire illégaux mais tolérés, de SDF qu'il n'y a plus actuellement. Et effectivement, quand j'ai lu ça, je me suis dit mais attends, j'y suis passée quand même 3 fois dans ce parc, je n'ai jamais vu des tentes et des sans domicile fixe. Effectivement, ils ont été évincés il y a plusieurs années. Donc, dans ce petit roman, on alterne en fait entre le présent de notre homme qui a la soixantaine, 70 ans, qui vit complètement à la rue depuis plusieurs années. En fait, on apprend qu'il a été marié, qu'il a eu 2 enfants, que son fils est mort, bref, qu'il a vécu des événements très difficiles dans sa vie, mais qu'au final, en voulant aller à Tokyo pour trouver du travail, pour subvenir aux besoins de sa famille comme de nombreux hommes le faisaient à l'époque, et ben tout simplement, il s'est retrouvé à la rue, à vivre de façon sédentaire mais nomade également, parce qu'il reste à l'intérieur de ce parc, il ne change pas d'endroit ou de quartier, mais voilà, il y a des fois il doit changer d'emplacement. Donc on navigue entre ça, entre ses souvenirs du passé et sa vie pour qu'on en sache plus. Du coup il y a forcément un affect qui se crée avec cet homme-ci qui s'est retrouvé à la rue et on apprend comment, ainsi que les conversations qu'il entend des gens qui se baladent en fait, qui parle de tout et de rien. Ça apporte un petit peu, je trouve, de la légèreté, et ça, je pense que ouais, ça ajoute un petit peu de... ça égaye un petit peu ces journées qui sont très monotones. Il est du coup victime de la pluie, des intempéries, quand il y a du vent, quand il pleut à verse, il est trempé, il a froid, enfin bref, c'est forcément pas facile à lire, mais j'ai trouvé ça intéressant. Également, je me suis noté quelques trucs seulement sur ce roman-là. Il écrit, et on commence le roman quand même de façon forte, il le dit plutôt, je n'ai pas eu le sentiment de vivre, seulement celui d'avoir vécu. Et la chose que j'ai apprise en lisant ce roman, c'est que certes, vous savez tous que Hiroshima et Nagasaki ont été bombardés durant la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a mené à la défaite du Japon. Mais est-ce que vous saviez que Tokyo également avait été bombardé le 10 mars 1945 par 300 B-29 envoyés par les États-Unis, ce qui a causé au moins 100 000 personnes mortes en 2 heures. Et ben moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit mais attends, Hiroshima et Nagasaki, je suis au courant, mais pas Tokyo. Et c'est vrai que ce sont des choses qui ne sont pas forcément évoquées dans les livres d'histoire à destination de nous occidentaux, et j'ai trouvé ça bien dommage. Également, ah oui, il a un ami qui s'appelle Shige, et en fait c'est un intellectuel, et aussi ce que j'ai bien aimé,
c'est qu'on humanise ces personnes qui se retrouvent à la rue, qui en fait devant lesquelles on passe, qui sont un petit peu invisibles, auxquelles on ne prête pas attention mais qui existent et qui sont sous vos yeux. Et il dit à quel point il était intellectuel, il avait des livres, etc. Et en fait il meurt un petit peu dans la solitude la plus totale, donc c'est quand même assez dur. Et il dit également, personne n'a voulu devenir SDF, quelque chose fait qu'on le devient. On disparaît pour fuir le surendettement ou parce qu'on n'ose plus rentrer dans sa famille quand on sort de prison après une condamnation pour vol et blessure. Il y a aussi des hommes dans la quarantaine ou la cinquantaine qui continuent à s'habiller en complet cravate et qui fréquentent l'agence pour l'emploi sans jamais rien trouver, comme des automates détraqués. Ils se sont noyés dans l'alcool ou le jeu après avoir perdu leur emploi et leurs femmes qui les ont quittés en gardant pour elles enfants et maison. Et c'est vrai qu'au Japon, j'avais lu un livre sur ça en sociaux qui était extrêmement intéressant. C'était Les disparus du Japon, je ne sais plus, et qui parlait de ce nombre massif chaque année de disparitions volontaires. Et là, c'est un petit peu sur ça également. Donc voilà, ça amène à réfléchir au sans domicile fixe de façon générale, et j'ai bien aimé qu'on en parle au Japon, qui est une société si parfaite en apparence, très hiérarchisée, mais en fait où il y a plein d'autres soucis. Il y a des soucis comme en Occident, mais qu'on ne voit pas, dont on ne parle pas, mais pourtant qui existent bien réellement. Et il y a un événement dans le livre que j'ai trouvé assez violent, comme celui où en fait toutes leurs cabanes, leurs tentes sont complètement enlevées pour que l'escorte royale passe et ne voit surtout pas la misère. Et ça, j'ai trouvé ça quand même assez violent. Voilà, une petite lecture qui est intéressante si vous souhaitez en savoir plus sur la société japonaise, qui est moins reluisante que ce qu'on vous montre dans beaucoup de romans, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Et le dernier, Fille de la mer de Marilyn Bracht, je n'ai noté aucune chose sur ce livre-là, j'ai tout en tête, pas forcément de citation, mais alors, un livre extrêmement puissant et émouvant, je préfère vous prévenir avant que vous le commenciez, un livre que j'avais acheté l'année dernière avant de quitter la librairie. Je voulais lire encore des histoires écrites par des Coréens ou qui se passent en Corée. Alors là, carton plein. Ce livre nous parle du rôle des femmes de réconfort durant l'invasion japonaise en Corée et en Mandchourie. Donc des femmes, jeunes femmes, très souvent coréennes, qui étaient enlevées, kidnappées et littéralement rendues esclaves sexuelles pour les soldats japonais qui avaient besoin d'expulser leurs semences quotidiennement sur des jeunes filles. Voilà. Donc ce n'est pas la lecture la plus gaie du tout, mais comme personnellement je m'intéresse énormément à l'histoire coréenne, vous le savez, je me suis dit que ce serait complètement pertinent de lire ce roman-là, que je vous conseille si vous souhaitez en savoir plus sur cette époque très sombre de la Corée du Sud, mais qui est nécessaire si vous souhaitez en savoir plus sur le pays, et qui fait partie encore actuellement d'un gros trauma pour les Coréens, parce qu'il faut savoir quand même que ces histoires de femmes de réconfort qui ont notamment eu lieu entre les années 30 et les années 40 jusqu'à 45, jusqu'à ce que la Corée devienne indépendante et la fin de la Seconde Guerre mondiale, et je disais quoi? Je fais des phrases trop longues, je sais jamais le début de ce que je dis, c'est hyper chiant. Oui, du coup depuis ces années-là, donc des décennies plus tard, quasiment 100 ans après, le gouvernement japonais ne s'est jamais excusé, et il y a actuellement tous les mercredis à Séoul, devant l'ancienne ambassade du Japon, des manifestations qui s'appellent la manifestation du mercredi, durant lesquelles hommes et femmes crient, essayent de se faire entendre manifestent quoi, essaye de se faire entendre pour que le Japon enfin s'excuse auprès de ces femmes qui ont tant souffert et qui, pour la plupart d'entre elles, se sont tues, se taisent encore. Certaines sont mortes parce qu'elles ont 80, 90, 100 ans, mais certaines ont osé parler, et c'est très très émouvant. Il faut savoir quand même, je reprends mes notes seulement pour ça, que c'est seulement en 1991, soit plus de 50 ans après la libération de la Corée, que Kim Ha-sun
a parlé et a dit ce qu'elle avait vécu. Ce sont des femmes qui ont gardé ce trauma pendant des décennies et qui en parlent, et la Corée a enfin réalisé ce qui s'était passé, le Japon aussi, mais voilà, aucune excuse publique depuis. Donc c'est dans ce contexte, je tenais à vous dire ça parce que c'est dans ce contexte que se déroule ce roman. On suit Anna en 1943 qui a 16 ans, qui vit sur l'île de Jeju, située au sud de la Corée du Sud, que j'adore, une île vraiment très sympa. Elle est Haenyeo. Les Haenyeo, ce sont les plongeuses en apnée qui font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, du patrimoine immatériel, non, du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, parce que ce sont des femmes libres, indépendantes, qui vont pêcher hors mot, au coquillage en apnée, et qui pour certaines meurent parce que c'est un métier forcément extrêmement dangereux. Elle aide sa mère, qui est également Haenyeo, une tradition qui souvent se passe de mère en fille, mais qui se perd parce que c'est dangereux et les jeunes filles préfèrent plutôt aller à la ville, à Séoul, ailleurs quoi. Et Anna, elle voit un soldat en pleine invasion du coup japonaise, parce qu'on est en 43. Elle voit un soldat qui s'approche de sa petite sœur restée sur la plage. Elle sort vite de l'eau, elle court, elle la protège, et le soldat l'emmène, et c'est de cette façon-ci dont commence le récit. Donc c'est un roman qui se divise en deux époques, en 1943 avec Anna à Jeju, ensuite en Mandchourie, la Mandchourie qui actuellement représente le nord-est de la Chine, en fait la plus proche de la Corée du Nord, qui avant était rattachée au sud et formait la République de Corée quoi, rattachées ensemble. Donc elle doit suivre ce soldat, elle va se retrouver dans un bateau direction à la Mandchourie. Elle se fait violer une première fois dans ce bateau par cette espèce de fils de voilà. Elle se demande un peu ce qui va se passer, mais bon, elle sait directement que ça va pas être simple. Elle arrive dans une espèce de bordel, littéralement une maison close, dans laquelle chacune a sa chambre, des coréennes, des japonaises. Elles se font toutes appeler par un prénom japonais parce qu'encore une fois, invasion japonaise, donc interdiction d'utiliser leur prénom coréen, de parler en coréen, d'utiliser le drapeau coréen. Bref, il fallait complètement oublier ses origines, ce qui devait être complètement affreux. Du coup, elle s'appelle Sakura, je crois, qui est fleur de cerisier, ce qui ne lui convient pas du tout, mais bref, c'est un détail. Autre chose qui n'est pas un détail du tout, elle va découvrir que chaque femme se fait violer, et elle-même va commencer à se faire violer. 20 fois par jour, des soldats vont lui rendre visite pour assouvir leurs choses sauvages. Voilà, donc forcément c'est absolument abject parce qu'elle a 16 ans, elle ne connaît rien à ces choses-là. Et direct, sa première expérience, c'est pas consenti, c'est un viol. Donc bref, c'est dur, faut rester calme. Donc c'est ça, sa vie, pendant plusieurs mois. Que va-t-il lui arriver? Le soldat Morimoto qui lui avait juré qu'il viendrait l'aider, est-ce que ça va être le cas? Que va-t-il se passer pour elle? Et dans le moment présent, en 2011, on suit la fameuse petite sœur Emi qu'elle avait protégée des décennies auparavant. On est du coup 60 ans plus tard, même plus. Emi est désormais une vieille femme qui habite encore à Jeju, qui est Haenyeo. Et un jour, elle va aller voir ses enfants à Séoul. Et pour assister justement à une fameuse des manifestations du mercredi. Et là, elle va s'évanouir quand elle va voir la statue d'une femme de réconfort, statue coulée en bronze. En fait, ce sont des statues que vous allez croiser souvent en Corée si vous y allez, que ce soit à Séoul ou dans les autres villes, et ce sont des statues comme ça où une femme est assise comme ça. Et en fait, elle représente une femme de réconfort, c'est pour leur rendre hommage. Donc forcément, vous êtes touriste, vous passez à côté, vous ne savez pas, parce que on ne sait pas le symbole, mais je m'étais renseignée. Et je crois que sur certaines, il y a des explications, donc j'avais traduit, et là, je peux vous dire que ça fout les larmes, quoi. Donc, Emi voit la statue d'une jeune femme qu'elle pense être sa sœur Anna, qu'elle cherche depuis toutes ces années. Depuis tout ce temps-là, depuis 1943, elle a une culpabilité énorme en elle, elle a ce poids, ce fardeau, elle n'a jamais dit à ses enfants qu'elle avait une grande sœur, et du moment où sa sœur est partie, elle l'a dit à ses parents et ils ont fait comme si elle n'existait plus. Bref, une douleur immense qui l'étreint chaque jour.
Et elle espère un jour retrouver Anna, donc forcément le moment présent est triste également, mais au moins il n'y a pas de violence physique, elle ne se fait pas violer. Donc j'avoue que les moments du passé étaient particulièrement difficiles, mais les moments du présent avec Amy qui essaye inlassablement de trouver sa sœur ne sont vraiment pas simples non plus. Et ensuite se passera ce qu'il se passera. Mais vraiment voilà, un livre très difficile, je pense que c'est un des plus difficiles que j'ai lu sur la Corée du Sud, ne serait-ce je pense que le plus difficile. Mais encore une fois ça fait partie de leur histoire, de leur trauma, de qui ils sont. Donc je vous conseille vivement la lecture de ce roman-ci si vous souhaitez en savoir plus sur la Corée. Et on estime actuellement qu'entre 100 000 à 200 000 femmes auraient été femmes de réconfort pendant un temps plus ou moins long, auraient servi littéralement d'esclaves sexuels aux soldats ennemis. Donc c'est quand même extrêmement violent et ne pas reconnaître ça des décennies après, moi j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Donc bon, voilà un livre que j'ai beaucoup aimé mais qui forcément ne sera pas le plus réjouissant. Écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur un livre japonais plutôt centré sur les sans domicile fixe au Japon et un livre sur les femmes de réconfort en Corée. Donc encore une fois, ouais, deux sujets assez engagés, deux sujets assez méconnus également pour des personnes qui ne s'intéresseraient ni au Japon ni à la Corée. Donc c'est ce que j'aime dans la littérature, c'est apprendre plein de choses et ben... Ces livres en font indubitablement partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, les articles seront dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une autre. Bye!